Ce sont des gens qui vous marquent à jamais. C'est tellement impressionnant, tellement euh, fascinant, on va dire, que quelqu'un vive pour lui-même à ce point. Peine numéro 3, quand tu dis que tu as vécu ça, on te dit que c'est un effet de mode. Et peine numéro 4, tu arrives chez un psychologue qui éventuellement n'est pas formé. Quadruple peine. Et on te dit en plus en cinquième, devant la justice, ne parle jamais de ce mot. Oui, et en particulier devant les juges et devant les autorités compétentes. Le mot de pervers narcissique, ils ne veulent pas trop en entendre parler parce que c'est une expérience comme il n'y en a pas deux. Et à la fois, c'était insupportable et invivable, mais en même temps, c'était impressionnant. Pourquoi ? Parce que le coup de foudre est un risque considérable. Ça peut être le moment où enfin on va pouvoir investir la partie la plus profonde et la plus riche. Ça peut être aussi le piège le plus terrible. La seule voie pour t'en sortir, c'est justement de se dire qu'est-ce qui m'a... Que penser d'une société où on divorce à plus de 55% aujourd'hui? Est-ce que notre société n'est pas vouée à devenir narcissique? Bonjour Gérard Bonnet. Bonjour. Je suis extrêmement impressionné de vous avoir aujourd'hui avec moi. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Vous êtes psychanalyste, docteur en psychopathologie. Vous avez écrit plus de 100 livres, notamment sur les manipulateurs, sur la tyrannie du paraître, sur l'hypnose, et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les pervers narcissiques. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui a déclenché cette envie de vous y intéresser autant? Par quoi ça a démarré? Quelles ont été les découvertes? Vous avez travaillé aussi avec Laplanche, que j'ai cité de nombreuses fois sur cette chaîne. D'où est-ce que c'est parti? C'est parti de l'expérience clinique. J'ai eu affaire à pas mal de gens qui ont des difficultés avec leur entourage et à diverses reprises, certains étaient complètement bloqués, complètement, j'allais dire, paralysés par la présence dans leur groupe ou leur famille ou environnement par ce qu'on appelle des pervers narcissiques, c'est-à-dire des gens qui sont tellement eux-mêmes et impénétrables, imperturbables, qu'ils ne voyaient pas comment manœuvrer avec eux et comment s'en sortir. Ce qui fait que autant on peut soigner facilement, disons relativement facilement des gens qui ont des questions personnelles et qui essayaient de se mettre en cause, autant c'est extrêmement difficile quand on se heurte à une espèce de bloc. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, vous êtes notre plus grand expert sur cette pathologie en France? Non, je suis plus spécialisé dans les perversions sexuelles. Ok, Voilà. on abordera le sujet Voilà. aussi. Oui, je peux dire que je suis un des connaisseurs. La perversion narcissique est extrêmement travaillée aujourd'hui. Il y a des gens un peu dans différents domaines. Je connais bien ceux qui la travaillent. Un livre a été publié sous ma gouverne et avec ma préface. J'essaie plutôt de coordonner. Comment est-ce que vous expliquez que la France semble en retard aujourd'hui? Si je ne me trompe pas, Racamier avait trouvé la version narcissique dans les années 80-90. On l'a trouvé, on l'a caractérisé en France. C'est parti outre-Atlantique en Amérique. Ils l'ont caractérisé dans le DSM. Et la France semble s'en être comme désintéressée. Mais écoutez, c'est en raison un peu de l'évolution de la psychanalyse et de la psychopathologie parce que le lacanisme, je n'ai pas besoin de vous parler de Lacan qui a été quand même le grand maître à cette période-là, il a tout orienté vers plutôt les pathologies, on va dire, plus relationnelles, et en particulier sur l'importance du langage dans la relation. On se heurte là justement avec des gens pour lesquels la relation de langage n'a pas beaucoup d'importance. Il a poussé un mouvement de retrait. Alors, il y a quand même pas mal de Français qui ont travaillé la question, mais sans avoir autant d'aura, autant de diffusion que ce qui s'est passé aux États-Unis, où là, on est plus attentif aux pathologies, j'allais dire pratiques, aux choses qu'on peut monnayer et qu'on peut rencontrer concrètement. Donc, c'est plus facile à gérer dans une mentalité américaine, concrète, pratique, que chez nous, où on est plus attentif à ce qui se passe au niveau de l'inconscient, de ce qu'il y a de mouvant, et où on est là devant quelque chose qui nous paraît plus difficile d'accès. J'ai fait un petit bouquin sur le narcissisme, et j'avais un peu critiqué cette notion, justement, moi aussi, en disant, c'est un peu facile, d'ailleurs, on va peut-être en parler, en disant, il faut faire attention parce que c'est une de ces notions passe-partout, on va dire, qui permet de mettre en cause quelqu'un qui ne correspond pas à nos mentalités et fait bloc. Voilà. Donc, on a été beaucoup plus méfiant en France à cause du risque de caricature. Voilà.
Et c'est ce qui se passe un peu en Amérique aujourd'hui. Oui, exactement, ça finit par arriver. Et même en France, au passage, en France. Ah oui, oui, exactement. Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune psychologue qui débute en France et qui voit qu'il y a un courant américain qui pense d'une façon, il y a un courant français, pas qu'il a dénigré, mais qui le caractérise difficilement, et qui se retrouve à un moment donné confronté à des patients qui viennent le voir au quotidien et qui disent à ce psychologue, j'ai tout vu sur Internet, mon compagnon est pervers narcissique. Il va lui demander d'être prudent, c'est-à-dire de bien réfléchir à ce qu'il dit, parce que il y a des critères quand même précis qui permettent de dire ça. Et en attendant, on peut se tromper et confondre une certaine attitude irrationnelle et difficilement sociable par ce terme-là. Donc, la première chose que je dirais pour ma part, c'est allez-y doux, quoi. Faites attention à ce que vous dites et regardez bien de quoi il s'agit. Parce que on est là devant une personnalité d'un type très précis et qui demande une attitude particulière. Est-ce qu'un psychologue aujourd'hui en France est bien formé à votre sens sur le... on va parler des perversions sexuelles après, mais sur la partie perversion narcissique, est-ce qu'on est suffisamment formé aujourd'hui en France? Oui, je pense que dans la plupart des facs aujourd'hui, ou même dans les écoles spécialisées, on en parle, hein, c'est inévitable, puisque tout le monde y est tellement attentif que ça ne peut pas être mis de côté. Mais, plus ou moins, hein, il y a des endroits où on a tendance à passer ça un petit peu sous le tapis en disant c'est pas le plus important, quoi. Hein, en disant ça, c'est plus du relationnel, c'est plus du sociologique, on va dire même. Hein, alors que, quand même, ça revient actuellement. Hein, je vous dis, j'ai préfacé un livre il y a 2 ans là-dessus. Donc, ça montre que ça revient et que les gens s'y intéressent ici, même dans les universités. Il a fallu, pour ma part, il y a quelques années de ça, il a fallu que je voie une dizaine de professionnels. Je mettrais dedans thérapeutes, psychologues, psychiatres, pour que l'un d'entre eux, peut-être le 11e, me dise le mot perversion narcissique et que j'aille me renseigner. Peut-être aussi qu'il y a une question d'âge, de formation. Ce sont aussi des formations qui bougent dans le temps. Donc, peut-être aussi qu'en fonction de l'âge du thérapeute, on va trouver quelqu'un qui sera plus ou moins formé par rapport à ça. Oui, tout à fait. Je vais vous dire, quand j'étais même enseignant à la fac il y a quelques années, on n'en parlait pas. Hein. C'était un sujet qu'on laissait un peu de côté en disant allez lire un auteur si vous voulez bien. Mais nous, on travaille les vraies perversions, celles qui sont vraiment dangereuses et qu'on peut aider. Ce qui fait peur dans la perversion narcissique, c'est qu'on dit de toute façon, on ne peut rien y faire. Alors voilà, donc on laisse un peu tomber et on ne cherche pas ce que ça veut dire. Voyez. Est-ce que, alors, du côté du psychologue, il doit être formé, ils le sont de sensibiliser de plus en plus, ils doivent prendre ça avec prudence. Du côté du patient, qu'est-ce qu'on fait quand on tombe face à un psychologue qui a pas l'air très réceptif par rapport à ça? Est-ce qu'on change de psychologue? Est-ce qu'on prend son temps? Oui, moi je pense qu'on prend son temps parce que ça m'étonnerait quand même qu'un bon psy, qu'il soit analyste ou psychologue, ne finisse pas par essayer d'être attentif et de se renseigner au besoin sur la question. Hein, parce que c'est quand même un peu dangereux de laisser ça de côté. Ou alors, en effet, si vraiment il ne veut pas entendre parler, qu'on aille voir quelqu'un d'autre. Une dernière question avant qu'on rentre dans le vif du sujet. On a parlé d'une forme de caricature américaine sur le sujet d'un business et d'un marché. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que c'est devenu il y a quelques années un terme fourre-tout. Je me souviens d'une femme qui disait hier soir, j'avais rendez-vous avec un homme que j'ai rencontré sur un site de rencontre. Il m'a posé un lapin, donc c'est un pervers narcissique. Le mot devenait un adjectif plus qu'une pathologie. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, cette pathologie est bien comprise ou est-ce que ça reste toujours un terme fourre-tout et un effet de mode? Non, ça reste un terme fourre-tout, hein, il n'y a rien à faire. C'est un effet de mode et c'est très, très difficile à dépasser. D'ailleurs, le mot est compliqué parce que le mot pervers, par définition, est négatif. Hein. Dans le dictionnaire, pervers, c'est une méchante personne. Hein. C'est quelqu'un de méchant. Et c'est vrai même pour les pervers sexuels. On confond perversion et méchanceté, mauvaiseté. Alors que dans notre domaine, il n'y a pas de méchant ou de bon. Hein. Les gens sont ce qu'ils sont. Ils ne sont pas forcément méchants, même s'ils ont l'air désagréables. Donc, nous, on le voit plutôt sous le mode du fonctionnement psychique. Voilà. Hein. Donc, pour nous, pervers, qu'ils soient narcissiques ou sexuels, c'est un mode de fonctionnement psychique. On reparlera de la perversion, et notamment des perversions sexuelles après, et de la perversion narcissique. J'ai été surpris en voyant une vidéo de vous sur le Cairn, de redécouvrir le mot pervers et perversion. Oui.
je vais mal vous citer, je m'excuse d'avance. La vidéo durait 3 heures au passage, mais vous disiez dedans que la perversion, en tout cas la partie sexuelle, c'était c'était faire un acte de manière compulsive, ne Oui, pas avoir le choix que de ne pas le faire. Là où dans l'imaginaire français, j'aurais mis dans pervers quelque chose de différent. ah oui, absolument. Le pervers sexuel, hein, puisque là vous me ramenez au sexuel, le pervers sexuel, j'allais dire, ne le fait pas exprès. C'est une poussée qui est plus forte que lui à certains moments et dans certaines circonstances à laquelle il ne peut absolument pas se dérober. Hein. Donc là, on est vraiment c'est clair, on est dans la pathologie, exactement comme un délirant, il ne peut pas éviter son délire, ou bien un obsessionnel qui ne peut pas éviter un rite. Voilà, c'est ce qui fait qu'on peut parler de pathologie et que nous, on est amené à voir comment les soigner pour se sortir de cette espèce de poussée inconsciente hein, qui vient du plus profond d'eux-mêmes et à laquelle ils ne peuvent absolument pas s'opposer. Toute dernière question d'introduction avant qu'on rentre dans le sujet. On parle d'effet de mode, de caricature, de généralisation. Tout le monde utilise ce mot n'importe comment. Est-ce que ça ne renforce pas le malaise lorsqu'on est réellement victime d'une personne toxique, manipulatrice, perverse narcissique, de se dire je suis juste assimilé à. Je vais être malheureusement confondu avec un effet de mode. Un peu comme dans d'autres domaines, je dirais que si on dit de quelqu'un qu'il est autiste Asperger, on a plein de préjugés sur l'autisme et qui ne correspondent pas du tout à ce profil-là, qui rend le travail encore plus dur personnellement. C'est-à-dire que je suis victime de quelque chose et on va juste rigoler de moi parce que quand je vais le dire, je vais être assimilé à tous les autres qui ne comprennent pas ce terme. Oui, c'est vrai. C'est vrai que on a bien du mal à utiliser ce genre de terme en dehors du cadre psychologique ou psychanalytique où là, on sait très bien de quoi on parle. Et c'est exactement comme une langue hein, qu'on utilise et qui veut y ait le mot à tel sens. Dès qu'on le dit un peu à travers tout, il faut se méfier parce que ça peut à ce moment-là avoir des effets très différents de ceux qu'on souhaite. Vous voyez. Donc, oui, je crois qu'il y a là un malaise qui nous rend le travail d'éducation pas facile, parce qu'on doit constamment dire attention, c'est pas ce que vous pensez. Hein. Oui, exactement. Et ça fait une espèce de double peine ou triple peine. Je subis, en plus, une perversion narcissique, c'est des personnes qui peuvent, à l'extérieur, être géniales et te faire subir un enfer à l'intérieur de la maison. Peine numéro un, quand ils te séparent de tes amis, peine numéro 2, donc tu peux même pas en parler. Peine numéro 3, quand tu dis que tu as vécu ça, on te dit c'est un effet de mode. Et peine numéro 4, tu arrives chez un psychologue qui est éventuellement, et c'est de moins en moins le cas, éventuellement n'est pas formé, quadruple peine. Et on te dit en plus en cinquième, devant la justice, policier, gendarme ou juge ne parle jamais de ce mot parce que c'est trop utilisé, c'est trop un effet de mode. Donc il t'arrive quelque chose et tu ne peux juste pas en parler comme tu aimerais le faire. Tu ne peux pas être soutenu de l'extérieur et même toi, tu as peut-être même honte d'avoir vécu ça au final. Oui, et en particulier devant les juges et devant les autorités compétentes. Hein. Le mot de pervers narcissique, ils ne veulent pas trop en entendre parler parce que ça leur paraît être une caricature, hein, une façon de se défendre et de dire bah, l'autre est un méchant, on va dire. Quoi, hein. Oui. Donc, c'est vrai que ce n'est pas commode, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas un souci en France à ce niveau-là de se dire c'est une pathologie qui est déjà reconnue aujourd'hui en France avec de la difficulté par les professionnels de la psychologie et qui n'est pas reconnue par la justice? Est-ce qu'il n'y aura pas un travail à faire dans les années à venir du point de vue du gouvernement ou de la justice? Oui, c'est vrai. Peu à peu, quand même, les experts, hein, puisque c'est les experts qui donnent leur avis, sont quand même au courant, mais hésitent quand même à trop caricaturer les coupables de ce terme-là, parce que ça ne rentre pas très bien dans la législation actuelle. On va plutôt dire quelqu'un qui est asocial, ou qui est dangereux, ou qui est fermé sur lui-même. Enfin, je veux dire des termes plus globaux. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette traduction française? Enfin, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé pervers narcissique, sachant qu'en Amérique, ils appellent ça des narcissistes, Oui. des narcissiques, sans le mot pervers. Et on arrive doucement sur ma première question. On l'appelle ça pervers narcissique. Ils appellent ça les narcissiques, si je traduis en américain ou en anglais. Et en s'inspirant de cette ampleur américaine, les youtubeurs mecs à la mode et les articles ont appelé ça les MPN, manipulateurs pervers narcissiques. On a rajouté un troisième terme dessus. Oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est... Notez, quelque part, c'est plus concret, hein, et ça permet de ne pas être prisonnier du mot pervers. Vous
voyez? C'est-à-dire de le voir plus dans sa façon d'être et sa façon de se comporter avec l'autre. Parce que le gros problème, c'est que qui dit narcisse et pervers narcissique, ça veut dire être enfermé dans son image et ne voir que lui. C'est-à-dire c'est un bloc, quelqu'un qui ne veut pas sortir de son propre système. Donc, comment voulez-vous saisir quelqu'un qui ne fait qu'un avec lui-même? Alors, on le prend un petit peu par tous les bouts, mais lui, en tant que personne, ça reste, j'allais presque dire, c'est comme devant, vous savez, une matière complètement impossible à toucher, quoi. Vous ne savez pas par quel bout l'attraper, voilà. Hein, c'est un tout. Est-ce que le terme est bien trouvé? Est-ce que le terme français pervers narcissique est bien trouvé? Est-ce que narcissiste en anglais est mieux? Est-ce que MPN, manipulateur pervers narcissique, est un meilleur terme? Si on s'en réfère juste à la langue française? Moi, je trouve que le mot narcissique, tout simplement, aurait pu suffire. Hein. L'ennui, c'est qu'il y a assez général, quoi. Donc, le manipulateur, pourquoi pas. Hein. Seulement, là encore, là, vous faites entrer automatiquement une notion morale, hein, une notion, comment dire ça, relationnelle. Hein, alors qu'il n'y a pas que ça. Hein. Il n'est pas seulement manipulateur, il est d'abord amoureux de lui-même. Voilà. Oui. C'est que le mot narcissisme, on pourrait dire le narcissisme excessif, le narcissisme totalitaire. Voilà. Le narcissisme totalitaire. C'est-à-dire, je m'aime et ça me suffit. Et si je ne peux pas m'aimer, je n'existe pas. Donc, je fais un tout avec moi-même. Alors là, alors, le mot narcisse qui vient de Freud hein, est le plus pratique parce qu'on pense à l'image de Narcisse hein, qui pense qu'à lui-même et qui va... Il se regarde dans le lac, dans la rivière. Et il n'aime que lui et c'est mortifère. Pour le pervers narcissique aussi, hein, à la limite, quand il n'y a plus personne et qu'on l'a complètement isolé, il s'effondre. Hein. Donc, c'est vraiment une espèce de bloc fermé sur lui-même dans sa propre image. Son image a été tellement source de libido et d'amour, de passion, qu'il ne peut pas en sortir. Alors, nommer ça n'est pas commode. Et c'est pour ça que je suis d'accord, le mot pervers n'est pas très bon, parce que il dit c'est pas bon, c'est pas bien, quoi. Hein, ça donne une image. Alors qu'il vaudrait mieux dire pervers totalitaire, pervers fermé sur lui-même, avant même d'être manipulateur, parce qu'il est manipulateur en second. Ce qui l'intéresse, c'est lui. On en arrive enfin, après cette courte introduction, à la première question, et je suis toujours aussi impressionné que vous soyez devant moi aujourd'hui. Je crois, je suis pas sûr d'avoir déjà parlé à quelqu'un qui a écrit plus de 100 livres dans sa vie, et notamment dans des sujets qui me concernent de manière gigantesque. Première question, qui n'est pas la plus simple, et qui a été rédigée par votre fille qui travaille avec moi. C'est à elle qu'il faut en vouloir si la question est trop compliquée. Quelle est la différence entre un pervers narcissique, un narcissique et un obsessionnel? Bon, vous pouvez l'appeler pour la discuter après. C'est une question de cours. Hein. Donc, entre d'abord un pervers narcissique et un obsessionnel. Un obsessionnel, c'est tout à fait différent. Hein. Si vous voulez, au fond, on est là à la différence entre perversion et névrose. Le névrosé obsessionnel, c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa peau. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver son équilibre et qui essaie de se structurer, de s'organiser, de se trouver une base à travers des rites, à travers des pratiques dans lesquelles il se rassure. Hein. C'est des ambivalences, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fini, il faut faire attention. Bon, ils sont insupportables aussi à l'autre parce qu'ils sont extrêmement exigeants dans leurs pratiques, mais leur but n'est pas de s'en prendre à l'autre. Leur but, c'est simplement d'essayer de régler leur compte avec une relation inconsciente difficile, en particulier le père, un père qui a été exigeant et avec lequel ils se battent toujours. Donc, c'est bien, c'est pas bien, j'aurais dû, j'aurais pas dû. Bon. Donc, c'est des... Je m'excuse du terme, c'est un peu des malades. Qui essaient de retrouver une base, qui sont... vous pouvez voir une coquille sur une rivière un peu perdue, qui cherche à retrouver une base solide et stable voilà. en se créant des rituels journaliers. Voilà. Donc, ils ne sont pas a priori dangereux ou gênants, ils le sont indirectement. Comme quelqu'un dans un groupe qui a ses petits trucs et ses petits machins, il est un petit peu encombrant pour le groupe.
Donc, c'est tout à fait différent. Il y a un côté narcissique quand même, hein, parce qu'il faut s'en sortir, mais d'un narcissisme relatif, c'est-à-dire une image comme une autre, quoi. Plus compliqué après ça. Du coup, il nous reste pervers narcissique et narcissique. Et alors, narcissique, c'est quelqu'un qui s'aime, hein, qui cherche, qui met j'allais dire, qui met en préférence sa propre image. Et qui, dans toute action, va toujours faire en sorte qu'il s'en sorte bien. Il ne peut réussir que si son image est sauvegardée. Donc, vous savez, on passe tous par un stade narcissique, mais là, le stade narcissique n'a pas été complètement dépassé. Et donc, ils ont toujours besoin qu'on les rassure, qu'on les félicite, qu'ils réussissent, qu'ils soient agréables à voir, etc. On m'a dit, ils doivent entretenir leur narcissisme. J'ai fait un petit bouquin sur le narcissisme. Et justement, pour montrer que c'est pas négatif, hein, mais il faut quand même qu'on leur renvoie une image assez satisfaisante. Une bonne image d'eux. Les grands artistes sont un peu narcissiques, c'est-à-dire que s'il n'y a pas du succès, ils ne peuvent pas continuer. Hein, il faut constamment que leur dise oui, c'est pas mal, vous êtes bien, vous en sortez. Vous voyez? Donc, c'est pas aussi grave, enfin, c'est pas grave du tout par rapport à l'autre. Beaucoup de gens m'appellent en me disant ils sont vécus avec une personne qui est perverse narcissique ou qui est manipulatrice ou toxique. Ils s'en sortent, ils reprennent leur vie, ça met un temps effroyablement long pour s'en remettre, pour retrouver ses bases, sa vie, son équilibre, parce que ça détruit pas mal de choses. Et quelques années plus tard, c'est des gens qui ont toujours en référentiel de relation géniale cette relation avec la personne qui est perverse narcissique. Et je crois que ma chaîne, qui a quelques années, correspond à peu près à ce public aujourd'hui. De gens qui ont découvert ça à l'époque, qui en sont sortis. Et j'ai massivement des appels toutes les semaines de gens qui me disent ça reste ma référence haute. Et attention, hein, haute et aussi la plus basse de ma vie, hein, parce que ça va souvent ensemble. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà observé? Comment on s'en sort? Non, c'est inévitable. Hein. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vous marquent à jamais. C'est tellement impressionnant, tellement fascinant, on va dire, que quelqu'un vive pour lui-même à ce point que vous êtes marqué pour la vie. Hein. Vous vous dites, mais c'est pas possible que quelqu'un en arrive à ce point-là. Et ça fait envie quelque part. Enfin, je veux dire, de se dire, mais comment peut-on faire bloc à ce point? Alors, je comprends que d'abord on s'en sorte, ce qui est déjà pas mal, oui. Et ensuite qu'on reste que ça reste un peu une référence parce que c'est une expérience comme il n'y en a pas deux, quoi. Vous voyez? Et à la fois c'était insupportable et invivable, mais en même temps c'était impressionnant. Pourquoi? Parce que à l'origine du pervers narcissique, il y a une relation à une mère qui vous a aimé de façon passionnelle et excessive. Et donc, on se retrouve un peu dans la position de cette mère, après coup. C'est-à-dire de celle qui a été, elle aussi, privilégiée. Vous avez eu le privilège de fréquenter ce grand Dieu. Vous voyez? Et au fond de nous-mêmes, ça nous rappelle une phase de notre vie qu'on a complètement dépassée et qui est quand même inscrite en nous. Donc, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont pris sur quelque chose qu'on a aimé, d'être aimé comme ça, mais dont on a du mal à se libérer, même très tard, parce que si on s'y est laissé prendre, c'est parce que ça rappelait des choses du passé. La passion de la mère pour le fils, ou pour la fille, peu importe, est quelque chose d'irremplaçable. Et quelque chose de régressif, on retrouve l'amour inconditionnel de nos parents, de notre mère, on retombe là-dedans, on a affaire à une personne qui se ressoude avec nous pour ne former qu'un seul, on se rejoint, il a les mêmes goûts que nous, elle a les mêmes aspirations que nous, c'est une personne qui nous connaît plus que notre mère pendant un temps, Ouais. et on refusionne avec cette personne-là avant que ça explose, bien évidemment. Tous les adultes aiment ça, ou est-ce que si on se fait piéger par ce type de profil, c'est qu'on a nous-mêmes un profil particulier? Est-ce que régresser à ce point-là, on pourrait se dire, même moi ou les gens qui m'appellent, pourraient se dire, on est des adultes, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On n'a pas besoin même un homme de 65 ans n'aurait pas besoin de régresser à l'âge infantile et d'aimer ça, a priori, si on est adulte. Oui, mais alors là, vous savez, c'est invraisemblable. Combien on a en nous des aspirations qui sont restées intactes, même quand tout s'est bien passé ensuite, et qui reprennent le dessus dès que la vie nous le repropose. Vous voyez, dans le grand
l'âge de l'amour, hein, la rencontre amoureuse extraordinaire, qu'on le veuille ou non, on réveille cette base primaire. Alors tant mieux si c'est avec quelqu'un qui ne va pas en abuser, mais on prend un risque. Hein. Le coup de foudre est un risque considérable. Ça peut être le moment où enfin on va pouvoir investir la partie la plus profonde et la plus riche. Ça peut être aussi le piège le plus terrible. Donc là, on ne peut pas savoir. Bon, certaines personnes sont quand même un peu plus attentives parce qu'elles ont vécu depuis l'enfance des expériences assez variées qui les ont rendues prudentes. Mais certaines sont, j'allais dire, naïves au sens qu'elles sont tellement proches de ce primaire qu'elles ne peuvent pas y échapper. Ça touche toute la population, jeunes, moins jeunes, chefs d'entreprise, chômeurs, hommes, femmes. C'est très surprenant. Est-ce qu'il y a ça laisse une cicatrice à vie, comme je l'ai entendu. Est-ce que si on est positif, est-ce qu'on pourrait dire il y a aussi une jolie leçon à apprendre de ça, quelque chose sur nous-mêmes probablement, peut-être dans le miroir que l'autre nous a renvoyé? Oui, justement. Comment à la fois tirer profit de l'amour qu'on a vécu, tout en inventant autre chose, tout en se disant j'en serai pas esclave. C'est-à-dire que au fond, mais ça dépend beaucoup aussi de la façon dont s'est passée l'enfance. Hein. Quand l'enfance a vraiment été assez exclusive pour des raisons quelquefois pratiques. Hein. Les parents séparés, mère isolée, etc. Mais de se dire attention, j'aime ma mère, j'ai été aimé, ma mère et mes parents. Hein. Et comment faire en sorte qu'à la fois je garde ça comme un trésor, mais que j'en sois pas prisonnier. C'est-à-dire que je n'essaie pas de le reconstituer, c'est pas possible. Vous voyez? C'est-à-dire il faut faire le deuil de cet amour premier. Et c'est pas commode. Hein? C'est-à-dire, c'est vrai qu'il m'a nourri, qu'il m'a fait être, mais c'est fini. Et je ne retrouverai jamais ça. C'est pour ça que je dis faire le deuil. Vous voyez? C'est-à-dire se dire, non, il n'y aura jamais un homme ou une femme, peu importe, qui me permettra de retrouver l'équivalent. Et ça, c'est une des difficultés les plus terribles de l'existence. Pas pour rien qu'on a inventé le ciel et l'amour parfait, c'est qu'on s'est dit que peut-être qu'on le retrouvera un jour. Non, non. Ça a été vital pour que je puisse survivre, mais je ne le retrouverai pas. Mais par contre, je peux essayer de le vivre de façon plus modérée et plus relationnelle. Quel a été le chemin le plus rapide de ceux qui ont réussi à s'en remettre le plus facilement? Quelle est la thérapie, le chemin, la chose à considérer pour que cette douleur ne dure pas toute une fin de vie, mais puisse se résorber le plus vite possible? C'est très compliqué parce que ça dépend beaucoup des personnes. Hein. Mais dès l'instant où quelqu'un qui a comme ça été pris dans un pervers narcissique classique hein, et commence à s'en sortir, la seule voie pour s'en sortir, c'est justement de se dire qu'est-ce qui m'a fait adhérer à ce point. Autrement dit, de chercher en lui les raisons de cette soumission. Pourquoi j'allais dire, pourquoi il est tombé dans le piège. Tant qu'il ne verra pas sa propre responsabilité, il n'en sortira pas. Vous voyez, c'est trop facile de dire « Oh, j'ai eu affaire à, c'est lui qui… » Non. Il y a une phrase que j'entends presque chaque jour quand les gens m'appellent, c'est mon pervers narcissique était le plus fort d'entre eux. Et chaque personne est persuadée que le sien bat tous les autres. Vous voyez, c'est une idéalisation extraordinaire. C'est une espèce de fantasme qui lui donne une place formidable. Alors que, c'est vrai peut-être, hein, il était peut-être terrible, mais la vraie question c'est comment moi, je suis tombé dans le panneau. Et qu'est-ce que j'y ai trouvé? Et c'est là qu'on peut faire le deuil. Parce que c'est quelque chose que j'y ai trouvé, comment je peux y renoncer? Et comment je peux vivre d'un amour classique? Vous voyez? Et c'est pas rien. Hein. C'est réinventer une vie, c'est réinventer pas mal de choses. Pour ma part, ça a été réinventer l'idée même de la famille. C'était réinventer le concept de la famille qui était erroné, dont l'autre s'est servi, le réinventer différemment de manière beaucoup plus belle. Il y a quelque chose par miroir. On te renvoie, c'est un décor d'Hollywood qui est créé pour toi, juste devant toi, pièce à pièce de tout ce que toi tu aimes, de la manière dont toi tu veux. Et quand tu regardes le décor qu'on t'a créé, tu peux
manière réflexive, te dire, si on a créé ça pour moi, c'est que je devais trouver quelque chose de chouette là-dedans. Tout à fait. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Donc, Y a-t-il c'est- un lien entre perversion narcissique et perversion sexuelle? Ou est-ce que c'est deux choses qui pourraient se ressembler mais qui n'ont rien à voir? non, d'un point de vue nosographique, c'est-à-dire de la description psychologique, ça n'a rien à voir. Hein. Mais du point de vue maintenant de la structuration, de la façon dont ça fonctionne, il y a quand même des relations assez profondes. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, il y a des comptes à régler avec l'image du père. En particulier, alors, chez le pervers sexuel, c'est clair, il s'en prend à un père idéalisé et il fait en sorte qu'il le mette en cause. Hein. Par exemple, je ne sais pas, celui qui viole d'une loi fondamentale, mais ce n'est pas la loi qui viole, c'est le père. Hein. Et chez le pervers narcissique, il est certain que le père est complètement phagocyté. C'est-à-dire que s'il est à ce point dans l'amour à la mère, c'est que le père a été complètement mis de côté. Et j'ai presque dire secondarisé. D'ailleurs, je cite souvent le terme de Lacan. Lacan dit qu'il faut entendre des deux côtés pervers. Père, V-E-R-S, vers le père. Vers le père d'un côté, je l'agresse du côté du pervers sexuel, et du côté du pervers narcissique, je me le prends. Je suis contre le père, mais au sens de phagocyté. Voilà. Donc, je suis le Tout-Puissant, c'est moi le père, quelque part. Vous voyez, je suis à la fois le père, la mère, et il n'y a pas de différence. Alors, la deuxième similitude, c'est qu'il n'y a pas de différence sexuelle au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'au fond, des deux côtés, on joue le jeu de la différence sexuelle au sens de coucher avec, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont les deux. Ils sont tout puissants et ils jouent les capacités des deux. Un homme pervers narcissique, il estime qu'il a toutes les capacités d'une femme, hein, au sens de la richesse, de la beauté, etc. Et le pervers sexuel se la prend, la femme. Il se la met en lui et il a fait son objet. Voyez. Donc on a comme ça des catégories assez proches et des deux côtés, bien sûr, il y a le non-respect de l'autre. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, l'autre, chez le pervers sexuel, c'est clair, c'est un objet de jouissance, c'est un objet dont je vais jouir soit directement en s'en prenant la personne, soit un objet intermédiaire dans le fétichisme ou l'exhibitionnisme, etc. Alors que dans le pervers narcissique, on s'en prend à l'autre, mais au sens alors là de, comme vous disiez tout à l'heure, de le manipuler, d'en faire son objet, sa chose, dans la vie courante. Hein. Et alors là aussi, c'est une différence, c'est que c'est la vie courante, alors que de l'autre côté, c'est par moment. Est-ce que la perversion sexuelle est majoritairement masculine? Elle est des deux côtés, mais elle est plus visible et plus facile à coincer, j'allais dire, du côté de l'homme. Parce que lui, en général, il est plus pratique, il est plus actif, et ça va se manifester sous des formes beaucoup plus évidentes. Chez la femme, ça peut se manifester sous des formes extrêmement mesquines, à peine visibles, avec des enfants. La pédophilie est fréquente chez les femmes, on ne s'en rend pas compte, vous savez. Moi, j'en vois les conséquences dans la clinique analytique. Combien de jeunes ou de personnes sont névrosées parce qu'elles ont eu des mères perverses. On le voit dans la presse. On est toujours surpris. On le voit dans la presse. On est toujours surpris. Et avant qu'on en discute là actuellement, je me suis toujours dit qu'il doit y avoir un homme qui instrumentalise ça derrière. Alors en réalité, non. Ça peut être féminin, mais ça passe plus inaperçu. Vous voyez, ça se glisse plus dans la vie quotidienne et ça prend rarement des proportions telles que ça donne lieu à une arrestation ou des choses comme ça. Mais vous disiez, la perversion sexuelle égale toujours objectisation de l'autre, toujours. L'autre est un objet. Comme dans la perversion narcissique, l'autre sera un objet à mon service. Là, dans ce cas-là, c'est la perversion sexuelle. L'autre sera un objet de mes fantasmes sexuels. Mais on est juste un objet. On n'est pas un être humain, on est un objet. Oui, mais avec une différence quand même. C'est que du côté des perversions sexuelles, il faut faire la différence entre le fait que l'objet est l'autre, ou bien l'objet est une chose qu'on a choisie. Par exemple, le fétichisme, c'est un objet.
Par exemple, le transvestisme, c'est un vêtement. Par exemple, même l'exhibitionnisme, c'est son sexe, mais c'est pas l'autre qui l'exhibe. Alors l'autre, bien sûr, est pris à partie, mais il peut se défiler, quoi. Autrement dit, c'est vraiment très difficile. Il y a vraiment, moi j'appelle ça les perversions extrêmes, celles qui prennent l'autre comme objet. L'enfant, la jeune femme, vous voyez, la pédophilie, toutes ces choses-là, là c'est la perversion extrême, où l'autre est réduit à l'état d'objet sexuel. Mais il y a quand même toute une catégorie dont je parle dans mon que sais-je sur les perversions sexuelles, qui ont quand même beaucoup d'importance, dont on parle peu, mais qui sont quand même très répandues, hein, où on a du plaisir avec des objets différents. Oui. Et les fétiches sont quand même beaucoup plus fréquents qu'on ne croit, par exemple. On parlait du rapport au père. Quels sont des signaux ou des choses qu'on peut facilement observer en se disant, tiens, il y a tel rapport au père, méfiance, ça va peut-être donner de la perversion narcissique ou sexuelle par la suite, parce que c'est le père qui est en cause. Et est-ce que vous avez, Gérard, des exemples précis de choses où on peut dire, tiens, dans telle situation, c'est pas que 100% des gens feraient ça, mais il y aurait un peu plus de risque que la personne ait ce type de profil. C'est souvent un père qui n'a pas su jouer son rôle dans le trio parent-enfant, si vous voulez. Hein. Puisque vous me demandez un exemple, j'ai cité l'autre jour justement un fétichiste que j'ai suivi pendant quelque temps. Il est certain, il est venu au monde alors qu'il avait des sœurs de 12 et 14 ans. Hein, ce qui est mignon. Et les 12 et 14 ans en ont fait leur bébé chéri. C'est pas la peine. Hein, ils l'ont complètement entouré. Bon. Mais elles ne se sont pas rendues compte qu'elle lui communiquait des effluves sexuels, des envies, des émanations, comme on peut le faire quand on est adolescente, surtout quand on chouchoute un bébé, qui l'ont marqué et qui l'ont fait devenir fétichiste. Hein, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est le vrai problème. Mais le père était complètement inattentif. Il a laissé faire. Il ne s'est pas dit, mais enfin, foutez-lui la paix. Ce qu'on ferait spontanément en disant, mais enfin, c'est mon fils, respectez-le en tant qu'homme. Et il aurait pu contrebalancer cette attention excessive par une présence. Et une présence plus ferme, plus responsable et respectueux de sa personne. Vous voyez ? Donc le père joue un rôle capital dans toutes ces pathologies. Même dans la pathologie pervers narcissique. Narcissique, le père. Donc on peut penser, on donne plusieurs exemples. Là, on a l'exemple qui est quand même assez spécifique où les sœurs s'occupent de l'enfant. Donc il ne joue pas son rôle. On pourrait penser à un père qui travaille éventuellement beaucoup et qui est souvent absent et c'est éventuellement la mère qui s'en occupe ou une nounou. On pourrait penser à un père qui a une double vie. On pourrait penser à même un père qui serait absent mentalement, un père qui serait dépressif. Absolument. Un père qui ne jouerait pas son rôle pourrait entraîner, en tout cas, pas à chaque fois, hein, et pour entraîner l'un de ces deux profils. Exactement. Et le père, alors bien sûr, limité à la personne du père, ça peut être un grand-père, ça peut être un entourage masculin, la mère peut avoir un frère qui joue. Je veux dire, quelqu'un qui soit de l'autre sexe et qui représente une autre fonction, vraiment différente. C'est-à-dire que l'enfant sente bien qu'il n'y a pas un régime totalitaire. La mère n'est pas tout. Elle l'est pendant les premières semaines et après c'est fini. Il y a une autre autorité qui fait contrepoids et qui est aussi importante qu'elle. Vous voyez ? C'est cette mise en place de deux pôles qui est capitale. Peu importe comment, hein, parce que alors là, les cultures sont très très différentes et mettent en place ça de façon variée, mais tout ce qui est totalitaire est dangereux. Et la mère qui croit tout apporter à son fils, qui croit tout lui donner, et elle le fait quelquefois avec beaucoup de bonne volonté, l'écrase et le met dans une position où il va s'en sortir qu'en se mettant en position de toute puissance. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à assister parce qu'on a tendance un petit peu à nier la différence des sexes, hein, à croire qu'on peut passer de l'un à l'autre. C'est un autre problème. Hein. Mais il n'empêche que, quelle que soit la façon, même si c'est des homosexuels qui élèvent un enfant, il est important que l'un représente un autre pôle que l'autre et que l'un soit un peu plus maternel et l'autre un peu plus du côté de la loi et du respect des règles collectives. C'est vraiment essentiel. Alors, on dit que le rôle du père est de couper le cordon au sens psychologique, là où la mère va pouvoir parfois chouchouter l'enfant et faire attention à ce qu'il ait ses coudières et genouillères quand il fait du vélo. Le père dira « Allez mon garçon, vas-y fonce ». Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une phrase que j'avance ?
Non, mais c'est vrai, oui, quelque part, avec bien sûr des nuances et puis des variations selon les familles. Mais c'est vrai qu'il y a deux rôles là qui se complètent et quelquefois qui se contredisent un peu, et qui donnent de l'espace à l'enfant. Vous comprenez? Au lieu d'être complètement, je fais, non, voilà, tiens, je peux jouer un peu entre les deux. Et il ne se gêne pas en général. Et c'est grâce à ça, l'enfant n'est sujet que quand il peut jouer entre les relations. Quand il est complètement sous l'emprise de l'une ou de l'autre, L'autre, ça marche plus. c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là qu'il devient narcissique. Parce que là, il n'y a plus que lui qui compte. Que penser d'une société où on divorce à plus de 55% aujourd'hui, mettant les enfants alternativement chez l'un ou chez l'autre, avec éventuellement l'absence de l'un et de l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre société n'est pas vouée à devenir narcissique ou à devenir perverse dans tous les sens du terme? C'est sûr que ça facilite les évolutions pathologiques, hein, faut pas se leurrer. Hein. Même si les parents font très attention, c'est pas pour rien qu'on a beaucoup plus de jeunes et d'enfants aujourd'hui qui posent problème. Ils sont un peu victimes de ce système. Ceci dit, on peut rien y faire. Je veux dire, c'est l'évolution de la société. C'est vrai aussi qu'une couple qui reste à tout prix, même quand ça va pas, sont toxiques quand même. Hein. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu. Mais c'est vrai que ça n'arrange rien. Il faut être honnête, hein, que ça facilite pas l'évolution de l'enfant et qu'il faut y être très très attentif. Est-ce que vous avez bon espoir, vous, sur la société dans les années à venir, en voyant ce qui se passe? Veut dire que finalement, peut-être que déjà, ne serait-ce que YouTube est déjà une forme d'information sur comment sont prémunir, comment se comporter. Est-ce que des médias peuvent devenir et de la prévention et aussi une source de formation sur comment bien se comporter? Oui, je crois que les médias peuvent aider justement parce que elles peuvent, puisque maintenant on est très attentif justement à tout ce qui se diffuse. J'entends pas mal, moi, de mes patients ou des gens que je rencontre qui vont se renseigner et qui essayent de rester au courant pour voir comment se débrouiller dans la situation où ils sont. Donc, il y a vraiment un contrepoids. Hein. L'évolution des mœurs, c'est certainement pas brillante, mais il y a un contrepoids du côté de l'information et du savoir. On peut pas nier ça. Donc, il y a un travail à faire que vous le faites très bien, qui consiste à enseigner, parce qu'il n'y a pas que la fac, il n'y a pas que l'école, il y a aussi cette espèce de diffusion de la réflexion pour qu'on se rende compte qu'on ne galvaude pas tout. Quoi. De plus en plus de parents m'appellent et me disent, mon enfant montre des signes de perversion narcissique. Et ce que vous avez dit me met dans une forme de bug. Si le souci est souvent le modèle parental, pourquoi est-ce qu'eux-mêmes s'inquiètent du fait que l'enfant devienne pervers narcissique? Est-ce que c'est un mauvais diagnostic de leur part, une généralisation, un effet de mode, ou est-ce qu'eux-mêmes ne sont pas forcément conscients de la dérégulation qui est créée à la maison? Absolument. Non, mais d'abord, dire que mon enfant devient pervers narcissique, ça ne tient pas la route. Hein. Parce qu'on n'est pas pervers narcissique à 10-15 ans ou même adolescent. Hein, c'est adulte qu'on se construit comme ça. Et avant, il y a des prémices, mais ça n'est pas suffisant pour dire qu'il est en train de devenir comme ça. Hein. Et deuxièmement, au niveau des parents, c'est plutôt à eux à se mettre en cause et à se dire comment on construit notre relation à lui de telle façon que, justement, il soit mis en cause régulièrement de façon constructive, en lui disant, attention, là, tu déconnes, enfin, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, tu dois te prendre en charge et pas te prendre comme le nombril du monde. Vous voyez? Donc, ne pas caricaturer trop vite les enfants, hein, c'est très important. Et deuxièmement, toujours se mettre d'abord soi-même en cause. Hein. On dit que les psychopathes ont souvent des prémices très jeunes. On pense notamment à brûler les chats, etc., avec les animaux entre 4 ans et 8 ans. Là, en l'occurrence, perversion narcissique, c'est quelque chose qui s'observe adulte. Oui. Même s'il y a des prémices avant. Même s'il y a des prémices, on peut pas dire ça, il va être comme ça. Hein, c'est trop dangereux. Et dès qu'on a un doute, on peut aller voir quelqu'un maintenant. Hein. C'est très important de se dire, écoutez, je m'interroge pour ne pas s'enfermer dans une image préconçue. Mais même un enfant qui a en effet fait des choses un peu excessives enfant, ça ne veut rien dire. Au contraire, quelquefois, le fait d'avoir pu se libérer très tôt évite que ça s'installe pour la suite. Donc, c'est à double tranchant. Toute dernière question, si j'arrête d'abuser de votre temps. Il Okay. y a... Si on parlait, le mot n'a pas de sens, mais il se comprend. Si on parlait de la carrière de pervers narcissique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des personnes qui balbutient dans leur art. On s'entend bien sur les guillemets qu'il faut mettre dessus. Ils balbutient dans la façon de manipuler les gens. On a l'impression que c'est
ils s'entraînent à ça et deviennent meilleurs avec le temps. Peut-être à 30 ans, 35 ans, 40 ans, l'expérience, les phrases viennent plus facilement. Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce qu'en effet, une bonne personne manipulatrice ou toxique peut s'entraîner et connaître et s'améliorer dans le temps? Je pense pas. Hein. Non. Je pense pas. Non, non. Quelqu'un qui est comme ça, il risque malheureusement de le rester tant qu'il ne se met pas vraiment en cause. Hein. Ils arrivent à un pic et ils restent de la même manière toute leur vie. Ah oui, 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 oui. Ah oui, non, mais c'est très compliqué parce que euh, tant qu'ils ne se mettent pas en cause, et ça n'arrive que quand il y a un pépin grave. Vous voyez, un accident tout à coup, une désespérance quelconque, alors là, ils s'effondrent. Hein. C'est quand leur totalitaire est mis en cause, on les voit. Alors là, on peut espérer que quelqu'un va les aider à se mettre en cause. Mais sinon, s'il ne se passe rien qui est catastrophique, ils continueront. C'est tellement extraordinaire. Il y a des phrases, quand j'ai créé cette chaîne YouTube il y a quelques années, je décrivais des phrases que moi j'avais entendues qui sont très spécifiques. Et je les mets sur cette chaîne YouTube et tout le monde en commentaire, des dizaines, des centaines, encore aujourd'hui, des milliers de personnes par jour ou par semaine me disent Antoine, j'ai entendu exactement les mêmes phrases. Alors, sur une phrase ou deux, on peut se dire bon, effet de mode, ou on se souvient mal, etc. Mais sur des enchaînements de phrases bien précis, ces personnes reproduisent les mêmes schémas, la même façon de manipuler. Dans d'autres domaines, un bon vendeur de voiture, on pourrait dire que entre deux bons vendeurs de voitures, même si les deux vendent bien, ils auraient des techniques différentes. Là, l'impression que ça donne, c'est qu'entre deux pervers narcissiques, ils manipulent de la même manière et c'est extrêmement proche dans les tournures de phrases, dans les stratégies employées, comme s'il y avait eu un manuel quelque part, comme s'ils avaient téléchargé dans le cloud leurs informations. Ils sont surprenants de prévisibilité dans leur façon de faire, dans les tournures employées. Est-ce que c'est juste que vous avez remarqué aussi? Bon, je n'en ai pas suivi les quantités, hein. Donc je ne peux pas vous dire parce que j'ai souvent le compte rendu par ceux qui en les comptes rendus plutôt que la personne. Mais c'est vrai que l'écho est souvent le même. Enfin, on a l'impression que c'est d'ailleurs ce qui est terrible pour eux quelque part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'inventivité. Ils sont dans un modèle et un modèle qui n'est pas tellement en cours d'évolution. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils sont figés dans un modèle auquel ils sont très attachés et qui va les rendre esclaves d'eux-mêmes. Hein. Voilà. C'est bon. comme si ma meilleure théorie par rapport à ça serait que l'être humain, on est tous manipulables, hein, bien évidemment, mais l'être humain serait manipulable par des techniques qui seraient à peu près toujours les mêmes. Et je sais, ils les trouvent et ils les utilisent en boucle. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, oui. Les systèmes sont assez connus par ceux qui s'en font les maîtres. Et quand on regarde l'histoire, les grands de Jules César, Napoléon, etc., étaient quand même des pervers. Peut-être pas narcissiques au sens global, mais quand même en grande partie. Et on voit comment ils ont réussi à se mettre dans la poche tous les gens qui les ont suivis. Hein. Donc, c'est pas que nous aujourd'hui, c'est peut-être des systèmes qui ont déjà des centaines d'années ou des milliers d'années qui sont répétés. Qui existent depuis toujours. Depuis toujours. Ah oui. Depuis toujours, ça existe. Et ça Ah oui, existera oui. probablement toujours. Ça existe depuis toujours, seulement ça passait plus facilement comme un défaut, comme mais je dirais même que c'était valorisé dans le monde politique et dans le monde religieux parce que ça permettait de faire avancer des choses. Un immense merci pour votre temps. Je suis encore ému de votre présence ici et j'ai hâte de lire les commentaires et les réactions des gens sous cette vidéo. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.